Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres. Aboubacar El Hakim, ennemi public numéro 1 en Tunisie. Il est le principal suspect dans les meurtres de Mohamed Brahmi et Chokri Belaïd, député de l'opposition. La situation à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe les États-Unis. Nous évoquerons le sujet avec notre invité, Manuel Ilonga, président de l'Action républicaine pour le progrès. Et puis les Lions indomptables toujours en course pour le mondial 2014 de football. Les supporters n'ont pas tardé à réagir suite à la levée de sanctions infligées à la FECAFOOT. En Tunisie, suite de l'enquête sur l'assassinat de Mohamed Brahmi, opposant de gauche. Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur, Lotfi Bendjedou, a tenu une conférence de presse dans laquelle il a annoncé les noms des principaux suspects derrière les meurtres de 2 députés de l'opposition à moins de 6 mois d'intervalle. La même arme aurait été utilisée pour le meurtre de Chokri Belaïd le 6 février 2013. Le principal suspect dans ces 2 affaires a été identifié. Il s'agirait d'Aboubacar El Hakim, un salafiste de la mouvance djihadiste. Plus de précisions avec cette déclaration du porte-parole du ministère de l'Intérieur. Comme nous l'avons dit précédemment au sujet du meurtrier des martyrs Mohamed Brahmi et Chokri Belaïd, il s'agit d'Aboubacar El Hakim. Il est également responsable de l'intrusion d'armes de contrebande en Tunisie, plus précisément à Médénine, Nila, à la cité El Khadra et à Douahicher. Cet homme est dangereux. Il était sous surveillance et nous disposons d'un portrait robot. Par ailleurs, nous avons effectué un raid à son domicile, à la cité El Ghazal. Mais nous n'avons pas pu malheureusement l'arrêter. Toutefois, nous avons pu mettre la main sur son arsenal. Les Américains haussent le ton. Ce mardi, les États-Unis ont appelé le Rwanda à ne plus soutenir les rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Pour notre éditorialiste Alfred Chango, le gouvernement congolais doit rétablir l'autorité de l'État. Écoutons ces propos recueillis par Ibra Radindiaï. Les protagonistes qui sont au fond impliqués dans ce conflit ne jouent pas franc jeu les uns vis-à-vis des autres. Faut-il rappeler les accords qui ont été signés d'abord par les partenaires de la région de l'Est, le Rwanda, l'Ouganda et la RD Congo, pour arriver justement à une paix régionale et à la stabilisation de la région de l'Est. Et donc au fond aujourd'hui la reprise des combats entre le M23 et la RD Congo montre effectivement que le M23 ne peut pas exister sans le soutien du Rwanda ou de l'Ouganda, en tout cas un appui militaire, que les États-Unis rappellent le Rwanda à l'ordre ou que le Rwanda nie sa présence, ça montre simplement une seule chose, que le gouvernement congolais doit rétablir l'autorité de l'État dans cet Est-là. De l'autre côté, ça montre que le Rwanda n'a cure justement de sa parole ni des menaces internationales, au fond, par rapport à la situation de l'Est ou à son implication directe. Emmanuel Ilonga, bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes le président de l'Action républicaine pour le progrès. Ouais. Quel regard portez-vous sur la situation dans le Nord Kivu? Était-elle prévisible selon vous? Écoutez, depuis très longtemps, nous tirons la sonnette d'alarme pour dire que la rébellion elle est soutenue par des pays étrangers et que les Congolais, au fond d'eux-mêmes, ils ont besoin de la paix et de l'unité nationale. Donc aujourd'hui, les États-Unis haussent les tons. Il y a quelques temps, la France avait pointé du doigt. Je pense qu'il faudrait que la communauté internationale se mobilise, n'est-ce pas, pour essayer de trouver des solutions. Parce que ce qui se passe dans l'Est de notre pays est inacceptable. Des femmes sont éventrées et j'en passe, c'est les meilleurs. Et donc, nous ne pouvons pas accepter cette situation pendant longtemps. Aujourd'hui, pour pouvoir régler cette question, il faut que la communauté internationale pointe avec des sanctions claires au soutien des rebelles. Justement, vous parliez de soutien. L'implication d'autres États voisins est supposée par certains. Notre éditorialiste, on l'a entendu, a soulevé ce point. Qu'en pensez-vous? Certainement. Vous savez, quand on parle de l'Est, la plupart des gens ne voient que les Sud Kivu. Mais il y a aussi le côté du Kisangani au Congo, si vous voulez. Alors, il y a l'Ouganda qui soutient également. Il y a une rébellion qui est là-bas, qui est soutenue par l'Ouganda. Donc tous les pays, tous les longs de l'Est de la RDC est complètement déstabilisé par des pays voisins pour des raisons
que tout le monde connaît, des raisons pour des richesses minières et puis des gémonies, tout simplement, pour dominer. Mais dans l'entretemps, la communauté internationale, elle regarde passivement ce qui se passe. Et franchement, nous sommes, très révoltés par rapport à ça. Quel type de sanctions demandez-vous? Il y a des sanctions financières, par exemple. Le Rwanda bénéficie de l'aide financière internationale. On peut stopper. Il y a plein de sanctions comme ça. L'interdiction des visas, par exemple. On peut bloquer les avoirs de certains dirigeants rwandais. Parce que ce qui se passe, on a connu les génocides au Rwanda et tout le monde s'en offusque jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui a dérangé toute la communauté internationale, moi le premier. Mais on ne peut pas accepter que les mêmes personnes qui ont connu de telles souffrances puissent faire la même chose quelques années après. Comment jugez-vous la réaction des autorités congolaises? Les négociations avec les rebelles du M23 sont au point mort. Écoutez, nous, au sein de notre mouvement, l'Action républicaine pour le progrès, nous pensons que la première négociation doit commencer au Congo même, entre le pouvoir et l'opposition. Parce que le pouvoir fait la sourde oreille, elle n'écoute pas ce qu'est dit l'opposition. C'est pour ça qu'il y a la rébellion qui vient derrière, mais nous pensons que la rébellion peut absolument s'arrêter du jour au lendemain si le pouvoir acceptait de parler, de dialoguer avec l'opposition. Comment voyez-vous l'avenir du pays? Vous préparez des consultations nationales à Kinshasa? Exactement. Nous préparons les chefs d'État. Je salue quand même cette volonté. Ils veulent rencontrer l'opposition. Ils veulent qu'on en discute. Moi, les dimanches, je pars à Kinshasa, si Dieu veut. Nous allons en discuter très franchement, sans prise à partie. Mais il faut des discussions sincères et franches. Parce que le pouvoir au Congo, c'est un pouvoir qui est faible. Parce que la rébellion dure depuis plus de 10 ans et qu'ils n'ont pas trouvé la solution. Donc il faut qu'à un moment donné qu'ils acceptent leur faiblesse et qu'ils acceptent de discuter, qu'on se mette tous à table et de dialoguer. Emmanuel Ilonga, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Action républicaine pour le progrès. Merci. Renforcer le secteur de la santé, telle est la volonté des médecins au Zimbabwe. À quelques jours du scrutin du 31 juillet prochain, les populations et les professionnels du secteur exposent leurs attentes dans ce domaine. Ibrahim Ndiaye. Longtemps cité comme une réussite africaine est surnommé le grenier à blé de l'Afrique australe, avec notamment l'un des meilleurs systèmes de santé et d'éducation dans la région. Le Zimbabwe connaît aujourd'hui de nombreuses difficultés, notamment dans le secteur de la santé. Un secteur en profonde mutation à cause de la crise économique et politique qui secoue le pays. Le gouvernement a mis en place avec l'UNICEF une initiative nommée Fonds de transition en santé. Objectif, s'assurer de la présence des médecins et infirmiers dans tous les hôpitaux et les cliniques, surtout en milieu rural. Les femmes et les enfants ne sont plus facturés. Et cela signifie que l'accès a été amélioré. Cela signifie que nous allons traiter efficacement le problème de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. La politique gouvernementale porte ses fruits malgré certaines difficultés. De nombreux citoyens vivant loin des grandes villes bénéficient aujourd'hui d'une bonne prise en charge. Les agents de santé du village viennent régulièrement pour nous voir et nous donner des conseils sur la façon de prendre soin de nous-mêmes. Nous savons quand nous devons aller à l'hôpital. La dernière fois, j'étais en retard parce qu'il n'y avait personne pour me dire qu'il était temps d'aller à l'hôpital. À quelques jours du nouveau scrutin présidentiel prévu ce 31 juillet, les Zimbabwéens espèrent que celui qui remportera le vote les aidera à consolider les progrès faits pour renforcer le secteur de la santé. Levée de sanctions de la FECAFOOT, l'institution sportive a mis en place le comité de normalisation du football camerounais, réclamé par la FIFA. Les supporters des Lions indomptables soulignent l'opportunité pour la sélection nationale de redorer son blason. Abdelaziz Adamias, notre correspondant au Cameroun, est parti à leur rencontre. La levée de la suspension est une bonne chose pour nous, citoyens camerounais, mais il faudrait que la parole soit associée aux actes. Ça veut donc dire que la balle est dans notre camp et il faudrait que vraiment on se mobilise afin d'aller au mondial de 2014. La levée de suspension du Cameroun ne change rien au Cameroun. Donc le stade de Missoula nous permet, comme nous vendre ça au Bamileke, on construit les stades, les immeubles. On construit les immeubles, les appartements à louer. C'est très important. Je trouve que la levée de cette suspension donne un plus aux Lions. Là, ils seront vus internationalement. Et puis, nous tous, nous avons envie de voir les preuves que le nouveau coach des Lions va donner. Il faudrait que les dirigeants camerounais puissent au moins se saisir le domaine du football, du sport en général, pour que nous puissions ne plus obtenir cette sanction prochainement. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.